Qui aurait pensé que Denis Villeneuve allait être la personne qui allait le plus énerver cette semaine? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. L'objectif, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, c'est pas juste de faire un listing bête et méchant pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Et cette semaine, il y a eu pas mal d'actualités intéressantes et je pense sincèrement qu'elles vont vous plaire. Et je précise aussi une chose importante, c'est que je vais sûrement faire un live des Oscars sur Twitch. Ça sera sûrement lundi matin à minuit 1. Jusqu'à 5h du matin, j'imagine, c'est la durée des Oscars en général. Donc pour ceux qui veulent me suivre sur Twitch, pour avoir la notification, vous pouvez. On fera 2 heures de pré-show entre guillemets pour faire nos pronostics et tout comme j'ai fait pour les Golden Globes. Et ensuite, on fera évidemment les Oscars pendant la cérémonie. Évidemment, je ne diffuse pas, mais je commente. Et pour ceux évidemment qui sont pas dispo, donc la grande majorité des gens, je ferai évidemment une vidéo récap actualité le jour même. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Saburgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent tout simplement de faire vivre la chaîne. Sans eux, je ne pourrais plus faire de vidéos aujourd'hui, c'est comme ça, mais surtout ils proposent un service qui est vraiment intéressant. Vous le savez, on a les pires plateformes de streaming au monde, notre contenu est vraiment limité. Essayez Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme en Belgique, en Suisse, au Canada, et la plateforme sera complètement différente. Exemple tout bête, l'un de mes films préférés de l'année dernière est disponible, Past Lives par exemple, mais aussi Dune 1. Chez nous, Dune 1, il est difficile d'accès, alors que dans d'autres pays, vous pouvez facilement. Il y a plein d'autres films récents, comme de Marvel sur Disney+, je sais que vous l'avez pas vu en salle, Napoléon sur Apple TV+, je sais aussi que vous l'avez pas vu en salle. Il y a plein de films comme ça que vous pouvez débloquer facilement. En plus de ça, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit en prenant un pays de l'Union Européenne où ça coûte moins cher ou des pays au-delà de l'Union Européenne comme la Turquie, l'Argentine, l'Inde, ça marche. Et YouTube sans les pubs, c'est trop bien. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Saburgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est Pathé qui va augmenter le prix de son abonnement illimité. Suite à UGC qui a augmenté de 2 € par mois, Pathé augmente de 3 € par mois. N'oubliez pas qu'ils ont déjà augmenté les forfaits IMAX, ScreenX et tout. Donc oui, l'abonnement illimité c'est 3 € de plus, les forfaits 2 € par forfait en fonction du forfait, mais je crois qu'ils sont tous impactés, ou presque. C'est plus que la hausse du UGC. Les deux n'avaient pas augmenté leur prix depuis un long moment, depuis plusieurs années, mais voilà, c'est augmenté, tout le monde devra payer son abonnement bien plus cher. Pour le coup, UGC, ils avaient offert quelques avantages, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avantage qui va avec l'augmentation du prix. C'est comme ça pour ceux qui sont abonnés à Pathé, vous pouvez vous plaindre à Pathé directement. The Walking Dead, The Ones Who Live sortira officiellement en France le 29 mars sur Paramount+. Je pense pas que je vais regarder, ça m'intéresse pas spécialement, même si c'est bien. C'est un univers que j'ai abandonné il y a bien longtemps et j'en suis très heureux, soyons honnêtes, mais j'espère que les gens qui aiment bien The Walking Dead vont s'y retrouver avec cette série, qui est d'ailleurs en cours de diffusion actuellement aux États-Unis, mais qui sortira, je pense, en intégralité sur Paramount à la fin du mois. Vous le savez, le film Maxine doit sortir cette année afin de conclure la trilogie de Ty West, sauf que Ty West a une idée pour un 4e film et va peut-être le faire. Pas d'annonce pour l'instant, on n'a toujours pas de date d'ailleurs pour Maxine, mais il y pense et il a envie de le faire. En fonction de la qualité de Maxine, je serai chaud. 28 ans plus tard commence son tournage en mai, Cillian Murphy sera peut-être de retour. C'est un projet qui m'intéresse énormément, j'y crois à fond et évidemment j'espère qu'il sortira l'année prochaine. Je pense que c'est le potentiel d'être dingue. Si on parle d'horreur, Ethan et Joel Cohen vont faire un film d'horreur ensemble. Ils ont dit qu'il y aura beaucoup de sang et beaucoup de plumes. C'est intéressant aussi, le tournage commencera cette année. Évidemment, on ira voir tous les films des frères Cohen. Pas mal d'actualités de John Wick cette semaine avec évidemment quelques reshoots de Ballerina. Ils trouvent que le film Ballerina n'est pas au niveau, du coup ils ont ramené Chad Stahelski pour faire justement des reshoots. On sait pas s'il les réalise mais il est là pour aider. Chad Stahelski qui a réalisé tous les John Wick. C'est Ian McShane qui l'a dit en interview que lui et Keanu Reeves sont évidemment présents dans le film. Ça se passe évidemment avant les événements du 4e film. Le film devait sortir en juin 2024, il a été décalé à juin 2025 parce qu'ils sont pas satisfaits du film, mais au moins l'équipe derrière John Wick est derrière le film. Contrairement à The Continental, je vous l'avais dit en critique, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait ce truc là juste pour faire une série qui n'a rien à voir avec John Wick et gagner en popularité parce que c'est le même univers que John Wick. Ian McShane a lui-même dit, ils en avaient rien à faire avec le projet, personne n'en a parlé avec eux, aucune personne qui travaillait sur John Wick ne travaillait sur la série. Et ils pensent que c'est un cash grab, donc vraiment une manière très simple de faire de l'argent rapidement sans effort. Ça se ressentait dans la série était pas horrible, mais franchement elle était clairement pas au niveau et ça n'avait rien à faire dans l'univers de John Wick. Et ils sont pas prêts de s'arrêter là parce que plusieurs séries dans l'univers de John Wick sont prévues. Je pense vraiment que l'univers John Wick ça restera au cinéma et uniquement avec la saga principale et je pense que les spin-offs risquent de se louper. J'espère pas encore une fois, mais que ce soit à la télé ou au cinéma, pour l'instant c'est mal parti. Le tournage de la 4e saison de Parlement va sortir cette année, j'ai toujours pas vu la 3e mais ça fait partie de ces sitcoms que j'aime beaucoup, c'est gratuit, c'est sur France TV, vous pourrez regarder sans problème. Le tournage devrait bientôt commencer, ça sera la 4e et dernière saison et j'ai hâte de la voir. Les premières images du remake de The Crow ont été diffusées, le film sort en juin aux États-Unis. Si je peux me permettre,
MDR. Ça, c'est l'image de The Crow, le remake du film classique des années 90. C'est pas du tout la même esthétique. Je suis un peu inquiet, je suis pas un grand fan de l'original, mais là, ça donne pas spécialement envie. Bénéfice du doute encore une fois, mais là, c'est plutôt mal parti. Une suite au film d'animation Les Tortues Ninja sortira en octobre 2026. Le film était un petit succès slash proche de la rentabilité. C'était pas non plus un énorme carton, mais ils ont prévu une suite qui sortira du coup dans 2 ans et demi. Je suis content, le film était sympathique, il y avait des problèmes, mais c'était un bon moment et je peux vous le conseiller, vraiment. J'ai hâte de voir comment la suite va renouveler le truc et je dis ça alors que je suis pas vraiment fan de Tortues Ninja, mais le film était cool. Megalopolis sortira cet automne, c'est confirmé, je suis grave content parce que je pense que ça va être vraiment bien. J'attends les bandes annonces, je pense qu'il sera présenté à Cannes. Bref, on a tous envie de voir ce que ça va donner, mais normalement il sortira cet automne, même si on n'a pas encore de date. On croise les doigts que ce soit bien. C'est un projet qui n'a pas le droit de rater. Damien Chazelle est en train de préparer son prochain film, mais il a du mal à le financer. Pourquoi? La raison est simple, c'est que Babylone a été un énorme flop, l'un des plus gros récents dans l'histoire hollywoodienne. C'était une catastrophe. Évidemment, c'est pas la faute de Chazelle. Moi, j'ai adoré Babylone. J'ai trouvé le film fantastique, mais je pense qu'ils ont arrêté le marketing. Ils l'ont sorti en même temps qu'Avatar 2. Ils l'ont un peu saboté, ce film. Pourtant, je pense qu'il avait tout pour plaire et le film devient un petit peu culte. Les gens commencent à l'apprécier. Il divise encore un petit peu aujourd'hui, bien évidemment, mais moi, personnellement, je le défendrais. Donc, c'est triste qu'un gars comme Chazelle ait du mal à financer ses films. Peut-être il ferait des plus petits films, d'accord, mais le budget de Babylone était que de 80 millions. C'est beaucoup, mais bon, il avait quand même des stars. Il avait comme un grand film de 3 heures. Il aurait pu réussir, mais malheureusement, c'est un énorme échec commercial qui est hyper dommage et j'espère qu'il arrivera à financer des films et qu'il ne devra pas faire d'énormes concessions. Dune 2 est un vrai gros succès au box-office avec 178 millions au box-office international. C'est beaucoup plus que le premier film et c'est important de noter que 20% des ventes proviennent de séances IMAX. On en parlera de ça. Je prépare une vidéo pour vous expliquer à quel point l'IMAX est un mensonge et une arnaque. Ça viendra au mois de mars, mais c'est cool que le film ait un succès et je pense qu'il va viser les 550, 600 millions. J'espère plus, on y croit, parce que le film le mérite. C'est officiel, à partir d'avril, il faudra payer un supplément sur Amazon Prime Video pour ne pas avoir de publicité. Il faudra payer 2 € par mois. Ça ne vient pas avec des avantages, juste vous supprimez la publicité. Et en plus de ça, par contre, vous avez aussi accès au Dolby Vision. Donc objectivement, si vous ne payez pas pour ce supplément, vous allez avoir une plus mauvaise qualité visuelle. Et ça, c'est dégueulasse. J'en ai souvent parlé, j'en parle depuis des années d'ailleurs, mais tout le monde va retourner vers le piratage parce que là, c'est pas possible. Et le travail a commencé sur la 3e saison des Anneaux de Pouvoir. La série est pas prête de se faire annuler, juste par orgueil, par ego, par dépenses qu'ils ont mis dedans. Ils vont faire leurs 4-5 saisons et puis faire d'autres spin-offs. Je pense qu'il y aura d'autres spin-offs d'ailleurs avant même que la série s'achève, mais celle-ci, ils vont pas l'annuler, ils comptent trop sur elle. Attendons de voir la saison 2, voir si elle s'est améliorée, parce que là, pour l'instant, c'est mal parti. Le tournage de Thunderbolts a commencé. Comme je vous l'ai dit, le film sort en mai de l'année prochaine. Personne n'a envie de le voir, mais encore une fois, à bénéfice du doute. The Mandalorian et Grogu vient de toucher un crédit d'impôt assez historique pour Los Angeles. Il faut savoir qu'à LA et aux États-Unis, il y a rarement des crédits d'impôt pour les films, en tout cas pas des gros crédits d'impôt. Mais là, le film vient de bénéficier de 21 millions de crédits d'impôt, qui comparé aux d'autres pays est pas énorme, mais pour la Californie, c'est un des plus gros crédits d'impôt donnés à un film de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on donne des crédits d'impôt à des films, comme en France et dans plein de pays? C'est que tout simplement, si vous financez un film ou vous lui donnez un crédit d'impôt ou des subventions ou autre, vous les obligez à tourner dans votre région. Et s'ils tournent dans votre région, ça va apporter de l'argent à votre région et du travail. Exemple tout bête avec The Mandalorian et Grogu, l'estimation c'est que le film va rapporter en termes de dépenses 166 millions à la région. Donc ils font un crédit d'impôt de 21 millions, mais ça va rapporter à l'État 166 millions de dépenses. Ça c'est pas de l'argent brut encore une fois, mais le film va embaucher 500 techniciens, 54 acteurs, apparemment 3500 figurants. Ils vont faire 3 mois de tournage en Californie. Bref, ce sera un gros film visiblement. C'est pour ça qu'ils ont financé le film. C'est important que les États financent des films pour la simple et bonne raison que sinon les films vont à l'étranger. Beaucoup de films hollywoodiens sont filmés à Budapest, sont filmés à Prague, parce qu'ils ont des studios moins chers où ils peuvent filmer et ils ont une grosse infrastructure. Pareil pour Londres. Londres donne beaucoup de crédits d'impôt pour qu'ils aillent filmer dans des studios à Londres. C'est une manière pour les pays de motiver les gens à faire les films chez eux. Exemple tout bête, Furiosa, je crois qu'il y a eu le plus grand crédit d'impôt de l'histoire de l'Australie où quasiment tout le film est financé par le gouvernement australien. J'exagère un petit peu. Parce que Fury Road était filmé en Namibie, si je dis pas de bêtises. Et c'est la Namibie qui profitait du coup des gains économiques du film. Et là, l'Australie se sont dit non, non, on veut aussi quoi. Donc c'est intéressant et pour le coup, là, ils changent un peu les choses. Mais pour la France, c'est un système qui est mis en place depuis toujours et qu'on utilise constamment. Et il fait bien ses preuves. Oli Cravalho reviendra avec Dwayne The Rock Johnson dans Moana ou Vaiana 2, comme vous voulez. Ils n'étaient pas sûrs parce qu'ils avaient annoncé le film avant que les acteurs reviennent, mais ils seront bien évidemment de retour. Ça a été annoncé cette semaine. C'est une bonne nouvelle pour le coup. Un peu de bonnes nouvelles dans ce tas de mauvaises nouvelles concernant le film. Hiroyuki Sanada, qui est à la tête évidemment de Shogun en ce moment, a uniquement accepté de faire Shogun si ils allaient respecter la culture japonaise de une et qu'ils allaient embaucher des acteurs japonais. C'est le cas. Pour l'instant, je fais mes critiques semaine par semaine de Shogun. Ils respectent la culture japonaise, même si c'est filmé au Canada, ils ont bien compris comment ça marche. Ils ont pris des acteurs japonais et il est grave content parce que d'après lui, ça a beaucoup changé à Hollywood ces 20 dernières années. Lui, il bosse beaucoup avec Hollywood, évidemment, c'est l'acteur japonais de base, entre guillemets, à Hollywood, l'un d'eux en tout cas. Il a vu à quel point les Japonais ont de plus en plus d'opportunités de jouer dans des productions américaines, ce qui n'était pas le cas avant, sauf pour des rôles vraiment
apprécie. Et là, il est content que cette culture arrive et qu'elle soit respectée dans la sphère américaine et du coup internationale, parce que ça s'exporte aussi beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'il a accepté de faire la série, qui est pour l'instant excellente. Je suis content pour lui qu'il soit en tête d'affiche parce que c'est un acteur absolument phénoménal et il mérite enfin son succès à l'international. Première image de Tron Ares a été diffusée, le film est en plein tournage. Quand tu regardes un peu les acteurs, quand tu regardes un peu l'équipe technique, tu dois être inquiet. Mais j'espère qu'ils vont le faire et qu'ils vont réussir. Disney réfléchit à faire revenir Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6, mais pas pour lui donner un rôle principal. Ils aimeraient bien lui donner un rôle secondaire et lancer ensuite quelqu'un d'autre en rôle principal. Écoutez, moi je vous l'ai dit, qu'ils reviennent, ça peut être bien, ça peut être pas bien, je m'en fous. Mais on peut faire cette saga sans lui. Et peut-être même il faudrait faire sans lui. Qu'ils reviennent, moi ça me va, ça me dérange pas, en rôle principal ou secondaire, si l'histoire est bien, tant mieux. Mais je pense qu'il handicape aussi la saga. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais la saga peut pas respirer à cause de lui. Parce que la saga doit se renouveler. Et pour moi, Jack Sparrow, après la trilogie en tout cas, c'est plus le cœur de la saga. C'est l'une des seules choses qui reste bien dans la saga, mais c'est pas normal. Normalement, le reste devrait être bien aussi. Donc j'ai peur que Jack Sparrow handicape le film en soi, parce qu'il prend trop de place dans ces films-là. On n'en sait rien, mais j'aimerais bien qu'il tente autre chose avec quelqu'un d'autre. Stellan Skarsgård a dit que Andor est genre Star Wars pour les adultes. Il a raison, c'est pour ça que c'est bien et le meilleur contenu Star Wars depuis probablement le retour du Jedi. Andor, c'est le top du niveau, quoi. Y a rien à dire. Et il a raison, la majorité des autres contenus Star Wars, surtout à la télé, sont faits pour les enfants. Ou alors les adolescents, quoi. Acharné aura le droit à une deuxième saison, mais cette fois-ci avec Kaylee Spaeny et Charles Melton en tant qu'un couple, et Anna Hathaway et Jake Gyllenhaal en tant qu'un autre couple, ce qui est rigolo de revoir ces deux-là. Mais il y a plusieurs choses qui me dérangent. Premièrement, je suis content qu'ils fassent une saison 2, trop cool. C'est cool qu'ils prennent deux couples cette fois-ci. Mais ce qui me dérange, c'est que premièrement, c'était une mini-série, et ils ont gagné toutes les récompenses pour les mini-séries. Je trouve ça un peu malhonnête, mais bon, peu importe. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est que Acharné, il y avait un côté très coréen à l'œuvre. La culture coréenne était mise au centre de l'œuvre et était vraiment liée aux personnages, à leur comportement et tout. Et là, ils ont remplacé tous les acteurs coréens par grosso modo peut-être des gens qui ont des origines, mais le cliché, c'est de dire les blancs, quoi. Et ça me dérange pas en soi, parce que ça peut être excellent comme série. C'est dommage d'avoir pris une série qui était unique aussi pour son côté un peu différent, qui mettait une culture en avant différente. Et là, d'un coup, complètement changé de tonalité, quoi. Ça sera bien, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est dommage parce que ça qui se rendait aussi la première saison unique. Pas que ça, mais ça aidait. Le problème à 3 corps est une énorme série Netflix qui sera en mars. Je ferai évidemment la critique. Et c'est intéressant parce que chaque épisode, les 8 épisodes, ont un budget de 20 millions. Donc la série a coûté 160 millions. C'est une grosse série, c'est une œuvre de science-fiction qui est adorée par les gens, qui est difficile à adapter, donc j'ai hâte de la voir. Ça a coûté plus cher que la série Avatar, le dernier maître de l'air, qui est un peu moins cher, mais qui elle a prouvé qu'elle était un vrai carton. Elle a un peu mieux marché que One Piece. Pas mérité, je pense que c'est une série catastrophique, mais ça on en a déjà parlé. Mais quand même, on est loin du succès colossal d'une nouvelle série, quoi. C'est des bons succès, mais c'est pas top 1, on n'a pas fait ses scores depuis des années et des années. Netflix, ils sont toujours dans les maintenant top 10, top 15 pour les nouvelles séries, quoi. Oui, c'est top 1 sur le site, mais en termes de minutes regardées, comparé à d'autres lancements, c'est beaucoup moins bon que d'habitude. Vous vous rappelez à l'époque où ils renouvelaient une série, genre le week-end même de la sortie, et maintenant ils attendent genre 3 semaines, un mois avant de le faire parce qu'ils ont encore des doutes, parce qu'ils ont plus confiance en leurs chiffres, parce qu'ils font moins de chiffres qu'avant, c'est ça aussi. Netflix a fait la promotion d'intelligence artificielle pour faire du montage, de films, de séries, de publicités. Ils sont en train de supprimer les monteurs. Parfait, voilà, super. C'est assez dégueulasse, soyons honnêtes. Netflix va augmenter les prix. Ils ont pas dit de combien ou quand, mais cette année. Pas de date exacte, mais cette année. Ils vont encore augmenter les prix. Ils augmentent les prix tous les ans, j'ai l'impression. Tout ça alors qu'on passe de moins en moins de temps sur la plateforme, j'ai l'impression un peu tous. Et tout ça pour annuler des séries que vous aimez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé les Frères Sun. Moi, j'ai pas regardé, surtout maintenant que ça a été annulé. Ils ont annulé les Frères Sun, ils vont augmenter les prix. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Denis Villeneuve s'est fait quelques ennemis cette semaine où il a dit qu'il n'aimait pas les dialogues. Il a dit que la télé a corrompu le cinéma et plein de gens se sont énervés sur les réseaux alors qu'il a raison. Avec les plateformes de streaming et les années 2010, il y a eu un switch pour faire des films qui sont regardables à la télé. Il y a toujours eu ça un petit peu, hein. Mais maintenant, les films sont aussi faits pour les plateformes de streaming parce que les gens vont surtout les regarder à la maison. Donc il y a beaucoup de films qui utilisent trop le dialogue. Et du coup, le cinéma, à la base, c'est un art d'image, un art de narration visuelle. Et c'est ce qu'il a dit. Denis Villeneuve, il a dit, j'aimerais bien faire des films sans dialogue. Mais il peut pas. Les studios ne voudront jamais, c'est trop dur à vendre et tout, c'est impossible. Mais il a raison, parce qu'on a oublié que le cinéma, c'est un truc que tu regardes. Et t'es censé comprendre les choses à l'écran, visuellement. Et ça l'énerve, parce qu'il aimerait bien que le cinéma se focalise encore plus sur ça, contrairement à la télé. La télé, c'est des dialogues. Pourquoi sur la télé, c'est des dialogues? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il y a trop de choses à tourner. Ça coûte trop cher, ils doivent tourner beaucoup plus d'heures de contenu. Donc, le but des séries, c'est les dialogues. Et c'est ok, c'est juste des médias différents. Les séries, c'est les dialogues, et de temps en temps, qu'avec du budget, de la mise en scène. Les films, c'est de la mise en scène, et normalement des dialogues. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, non, mais il y a des dialogues iconiques et tout. Très bien. Mais vos dialogues iconiques, ils sont là parce que l'image est bien, parce que les visuels sont bien. Ce que vous aimez chez Tarantino, c'est le build-up de ces dialogues. C'est l'alchimie avec les acteurs, c'est leur talent, la manière dont ils captent l'image. Oui, Tarantino écrit bien les dialogues, mais il fait surtout de la bonne mise en scène. C'est ça que vous comprenez pas, c'est parce que vous vous rappelez d'une ligne iconique que ça veut dire que les dialogues sont plus importants. Ça veut juste dire que le film a fait que, par son ambiance, par sa mise en scène, par son montage, par tout ce que vous voulez, a fait que tu te rappelles du dialogue. Par
le build-up émotionnel d'une certaine scène, d'un climax et tout. C'est pour ça que tu te rappelles. Et tu te rappelles aussi presque plus de l'image du dialogue que du dialogue en soi. C'est un autre débat. Mais il a raison. Les films sont pas faits pour être écoutés, entre guillemets, comme une série. Les séries ont beaucoup moins de mise en scène visuelle. Les films, normalement, t'es censé les regarder concentrés et t'es censé regarder l'image. Et il a raison. Et oui, la télé a un peu corrompu ça parce que la popularité de la télé a fait que maintenant, beaucoup de films, surtout de grands spectacles, sont des films que tu peux presque écouter, regarder dans un coin. Et ça, c'est un vrai souci des plateformes de streaming. Surtout ces plateformes de streaming. Au cinéma, c'est un peu différent et beaucoup de réalisateurs comme lui se battent contre ça. Mais oui, c'est un vrai souci. C'est pour ça que tous les films Netflix, ou la grande majorité, sont pourris, quoi. Et tous les films des plateformes de streaming. Parce qu'ils font ces films pour le streaming et ils sont censés être presque écoutés et pas regardés. Il a totalement raison. Il a peut-être un peu abusé et ensuite il a un peu rectifié en disant qu'il déteste pas les dialogues, mais il aimerait bien juste que l'image soit au cœur des films. Et c'est ça qui est important, c'est l'image. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la mise en scène et l'image, c'est la chose la plus importante dans un film aujourd'hui. Et ça a toujours été comme ça. Évidemment, c'est un tout, mais de plus en plus de films ressemblent à des séries et ce n'est pas normal. Il a aussi dit que les gens adorent aller au cinéma pour voir des longs films de 3 heures, et je pense qu'il a raison aussi. Les gens aiment payer pour une grande expérience qui dure longtemps. Ils aiment pas forcément sortir du cinéma après avoir passé 1h20 et 20 € dans la salle, quoi. Ça, par contre, ça a été prouvé par le box-office. Les grands films marchent bien aussi. Oui, les films sont un peu plus longs que d'habitude, que ces dernières décennies, et encore, c'est pas statistiquement forcément vrai. Il y a des films à rallonge, c'est vrai aussi, mais les gens aiment les longs films, surtout quand c'est en salle. Il n'est pas pressé de faire Dune 3, il a envie de faire d'autres films entre temps. Compréhensible et c'est une bonne chose, parce que maintenant que je sais ce qui se passe dans la suite de Dune, peut-être faire une pause, ça serait bien, de plusieurs années. Genre s'il sort Dune en 2027-2028, ça serait aussi logique scénaristiquement, je trouve, et ça pourrait être pas mal. Donc laissez-le faire d'autres films, et il veut faire d'autres films. D'ailleurs, Hans Zimmer travaille sur la musique du 3, mais pour inspirer Denis, il travaillait sur la musique du 2 il y a quelques années déjà, pour justement inspirer le scénario, inspirer Denis, et il adore ce monde. Donc vous attendez pas à voir Dune 3 bientôt, juste parce qu'Hans Zimmer bosse sur la musique. C'est juste qu'il prépare quelques idées à droite à gauche, c'est tout. Et d'ailleurs, les films qui sont officiels, prévus par Denis Villeneuve, sont normalement Dune Messiah, la suite de Dune, Rendez-vous with Rama, œuvre de science-fiction qui est trop cool apparemment, j'en ai entendu des bonnes choses, j'ai envie de la lire, Cléopâtre, ça c'est encore prévu, et un projet secret, qui n'est pas Sicario 3 d'après lui, ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé Sicario 3. Et il a aussi dit qu'il ne vous reprendra plus jamais l'univers de quelqu'un comme il a fait avec Blade Runner, parce que ça l'a trop stressé, ça l'a trop angoissé, et il est même pas sûr d'avoir réussi le pari. Faudrait que quelqu'un lui dise que Blade Runner est trop bien, et qu'il a fait une très bonne suite, sûrement la meilleure suite de l'histoire du cinéma, 30 ans plus tard, vous savez, ce genre de suite, les Legacy Sequels, comme ils appellent ça. Il a fait un super travail, mais je comprends vraiment cette idée de ne jamais reprendre le travail des autres et faire son propre truc. Superman Legacy a changé de titre, il s'appellera uniquement Superman, ce qui en fait, je crois, le premier film Superman de l'histoire à s'appeler Superman. Le premier s'appelait techniquement, si je dis pas de bêtises, Superman le film. Mais bon, voilà, il s'appelle Superman et c'est logique, c'est compréhensible, ça prend tout son sens et le tournage a commencé. La bande-annonce du film de Kevin Costner, le grand western de 3 heures divisé en 2 parties, a été diffusée, ça sortira cet été, les 2 parties sortiront cet été. Je me suis emmerdé durant la bande-annonce. Donc je pense qu'il y a un problème, je reste confiant, bénéfice du doute, mais ça m'a pas donné envie. Et aussi la bande-annonce de The Watchers, le film d'Ishina Night Shyamalan, a l'air trop bien. Pour le coup, celui-ci a l'air vraiment trop cool, j'ai trop hâte de le voir, ça sortira aussi cet été. Quelques news de jeux vidéo rapidement, il y a eu énormément de licenciements dans le monde du jeu vidéo récemment. Depuis 1 an, il y en a beaucoup. Dans le monde de la tech aussi de manière générale, PlayStation, EA, bref, Microsoft, tous les studios ont licencié beaucoup de personnes malheureusement. Ça a annulé plein de jeux, comme le jeu Mandalorian, qui avait été annoncé récemment, qui a été annulé, c'est triste pour le coup, et plein d'autres œuvres, je vais pas toutes les citer, mais l'industrie change en licenciant beaucoup de personnes, même Insomniac, qui ont sorti un jeu qui était un énorme succès l'année dernière, Spider-Man 2, ça n'a pas suffi, beaucoup de licenciements, beaucoup de droits qui sont supprimés, le télétravail pour GTA 6 a été supprimé, ce qui est horrible en soi, l'excuse c'est pour qu'il soit concentré, beaucoup d'études ont prouvé que le télétravail ne fait pas des gens moins concentrés. Quand t'es un employé et tu perds des droits, c'est très dur quoi. Peu importe le produit culturel qui en sort, je préfère que les employés qui bossent sur ces projets aient des droits et qu'ils arrêtent de les supprimer. Il y a des gens qui ont sûrement acheté des maisons un peu plus loin et tout, parce que justement ils avaient du télétravail, et là ils doivent retourner au bureau, peut-être ça va gâcher leur vie entre guillemets, non mais pour de vrai, parce qu'ils ont changé de style de vie depuis 4 ans. Et revenir en arrière, c'est débile, et vous allez voir, ils vont pas revenir ensuite en télétravail. Aux États-Unis, ils arrêtent le télétravail, parce que du coup ces boîtes-là ont payé pour des bureaux, et il faut les rentabiliser. Le télétravail n'arrange pas les grosses entreprises, surtout aux States, parce que c'est pas rentable pour eux. Alors que les gens bossent et y a pas de souci, mais bon, c'est voilà, un truc de malade mental, un peu comme d'hab quoi. Cependant, le remake de KOTOR reste en développement, qui est étonnant parce qu'à chaque fois ils disent qu'il est annulé, qu'il est pas annulé, il reste en développement. Pareil pour Star Wars Jedi 3 qui est en développement aussi, donc ça normalement c'est garanti, à voir. Et Neil Druckmann a dit qu'il n'a plus trop envie de faire autant de gros jeux. Il a envie de faire des plus petits jeux pour la simple et bonne raison que c'est trop dur mentalement de gérer d'énormes jeux, et plein de gens sont d'accord, comme Cory Barlog. Ils ont tous les deux bossé sur des grosses franchises, surtout chez PlayStation, qui ont énormément cartonné, et mentalement c'est très dur. Et en vrai c'est compréhensible, bosser pendant des décennies ou une grosse décennie sur un énorme projet ou 2 projets, mentalement ça doit faire très mal. Surtout
Surtout quand tes collègues se font licencier, surtout quand des projets sont annulés, bref, c'est un enfer. Donc la charge mentale doit être très dure. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines actualités. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.